À 13 ans, mon père m'a frappé si fort que je me suis réveillé à l'hôpital, tout seul. Maman a dit, tu nous as fait passer pour des mauvais. Mon père m'a renié, et m'a envoyé en internat pour protéger leur image. Des années plus tard, leur monde s'est effondré. Et ils ont enfin compris ce qu'ils avaient fait. Salut, Reddit. Mes parents me traitaient comme un mauvais investissement, et vénéraient ma sœur. Alors, je me suis tiré, j'ai construit ma propre vie, et je suis passé à autre chose. Mais eux, non. Avant que le vrai chaos ne commence, laissez-moi vous ramener au début. Je m'appelle Daniel. J'ai 37 ans maintenant. Je dirige une entreprise de criminalistique numérique, spécialisée dans l'analyse de preuves audio. Il s'avère qu'être manipulé psychologiquement toute son enfance, ça rend bon en documentation. Un soir, Rachel et moi étions assis sur la terrasse arrière. Elle avait un verre de vin. J'avais du café. Le soleil se couchait. C'était calme. Elle est restée silencieuse pendant 1 minute. Puis, est-ce que tu raconterais un jour toute l'histoire à quelqu'un, du début à la fin? Tu veux l'entendre? Si tu veux la raconter. J'ai regardé la maison, le jardin que nous avions construit, la vie que nous avions bâtie sans eux. Ouais, j'ai dit. Je vais te le dire. Je suis entré et j'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau, j'ai sorti l'enregistreur, le même enregistreur à 3 € d'un vide-grenier qui m'avait suivi jusqu'au Vermont. Je ne l'avais pas utilisé depuis des années. Je l'ai ramené dehors, et je l'ai posé sur la table entre nous. Rachel a fait un signe de tête vers l'objet. C'est pourquoi? Une conclusion, peut-être? J'ai dit, documentation, habitude. Support émotionnel en plastique. Elle a souri. Commence quand tu es prêt. J'ai appuyé sur enregistrer. La lumière rouge s'est allumée. J'avais 13 ans quand j'ai réalisé que ma famille avait attribué des rôles, et que j'avais hérité du pire. Elisa était le produit. J'étais le passif. Tout le reste, c'était de la limitation des dégâts. À l'époque, j'étais juste un gamin avec un enregistreur à 3 €. J'ai commencé à enregistrer le son ambiant, la pluie, la circulation, les pas, je les superposais sur mon ordinateur portable, je transformais une porte qui claque en musique, j'ai appris la production tout seul sur YouTube. Ma famille trouvait ça bizarre. Ma sœur Elisa avait 14 ans. Star montante de la natation. Spécialiste du papillon. Les sponsors appelaient, les entraîneurs universitaires regardaient. Mes parents traitaient son emploi du temps comme des opérations militaires, et ses résultats comme des rapports boursiers. Maman, Lydia, ne jurait que par l'image. Sa phrase préférée, la perception et la réalité. Quand je demandais pour un cours d'audio, quelle est la perception qu'on donne, celle d'élever un enfant qui joue avec des jouets? Papa, Steven, dirigeait une société d'investissement. Il parlait en termes de retour sur investissement, roi. Quand Elisa gagnait une médaille, ça, c'est de la croissance. C'est là qu'on met les ressources. Quand je ramenais un B, une note moyenne, c'est moyen. La moyenne ne compose pas d'intérêt. Son autre favori, on investit dans la croissance, on coupe les pertes tôt. Il le disait à propos des actions, à propos des clients, et à propos de moi quand il pensait que je n'écoutais pas. Elisa connaissait sa position. Elle traitait mes trucs de son de glauque. Elle disait que j'étais bizarre d'avoir toujours un enregistreur. Elle disait à ses amis que je les enregistrais probablement dans la salle de bain. Ce n'était même pas proche de la vérité, mais la rumeur est restée. Ça a rendu le collège intéressant. Elle avait cette façon de parler de moi comme si j'étais quelque chose collé à sa chaussure. Mon frère ou peu importe. La honte de la famille. Mes parents ne la corrigeaient jamais. La semaine avant l'incident du garage. Elisa avait les championnats d'État junior. Un truc énorme. Recruteur confirmé. Reportage aux infos locales. La maison est devenue une zone de préparation. Mon meilleur ami, Connor, m'avait invité à une foire des créateurs. Atelier de conception sonore. Il avait demandé 3 semaines à l'avance. La veille. Lydia, tu n'iras pas demain. Pourquoi? La compétition d'Elisa est dimanche. On a besoin de samedi. C'est clair. C'est une fois par an.
Quand tes passe-temps généreront des bourses d'études, on pourra revoir les priorités. Je n'y suis pas allé. J'ai passé le samedi dans ma chambre. Dimanche matin, Elisa m'a trouvé dans le couloir. Bouge. Je suis en retard. La compétition n'est pas avant midi. Va être bizarre ailleurs. Je suis dans un couloir, dans ma propre maison. Ta maison? C'est ma maison. Tu y vis juste parce qu'ils n'ont pas encore trouvé quoi faire de toi. Elle m'a bousculé, m'a poussé contre le mur avec son épaule, je suis retourné dans ma chambre, j'ai vérifié l'enregistreur dans ma poche, je l'avais toujours sur moi, j'ai appuyé sur enregistrer. Cet enregistrement allait bientôt compter. Ce soir-là, après la compétition, qu'Elisa avait gagné, Steven m'a trouvé dans le garage. J'étais sorti pour bricoler de vieux haut-parleurs que je remettais en état. J'avais mon ordinateur portable installé sur l'établi. Steven est entré et a fermé la porte derrière lui. Il s'est approché et a fermé mon ordinateur portable. Nous devons parler de ton attitude. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Ta mère m'a parlé d'hier. Comment tu as essayé de ramener le week-end d'Elisa à toi-même? J'ai demandé à aller à quelque chose que je planifiais depuis des mois. Planifié depuis des mois, a-t-il dit, comme si j'avais prétendu planifier un alunissage. Est-ce que tu comprends l'allocation des ressources? Cette famille a un temps et une énergie finis. Nous allouons vers la croissance. Elisa est la croissance. Elle a prouvé le rendement. Tes passe-temps sont sans potentiel de hausse. Passe-temps sans potentiel de hausse. J'ai rangé celle-là dans un coin de ma tête. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Arrêter d'exister? Je veux que tu arrêtes d'être mou. Arrête d'agir comme si le monde te devait de l'attention. Ta sœur travaille. Elle produit des résultats. Tu restes assis dans ta chambre à jouer avec un microphone et à pleurnicher sur l'équité. Je ne pleurniche pas. Je demande un jour. Et je te dis que la réponse est non. Tu sais ce que ta sœur a dit ce soir? Elle a dit qu'elle avait peur que tu fasses quelque chose d'embarrassant à la maison pendant qu'elle concourait. C'est ce que tu es devenu. Un risque réputationnel. En ce moment, tu es juste un poids mort. Il s'est approché, a tourné autour de moi comme s'il évaluait un mauvais actif. A tapoté mon ordinateur portable fermé, s'est penché. Tu réagis trop. Tu es trop mou. Tu es juste comme ta mère. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas regardé ses yeux. J'ai regardé le nœud de sa cravate à la place. Voici ce qui va se passer. Tu vas arrêter de créer des problèmes. Arrête avec cette attitude. Tu vas rentrer dans le rang et être reconnaissant pour ce que tu as. Il a posé sa main sur mon épaule, ferme. Le genre de prise qui dit « je pourrais appuyer plus fort si je voulais ». J'ai regardé sa main, puis son visage. J'ai décidé à ce moment-là que j'avais fini d'être reconnaissant pour des miettes. Ou quoi? Sa prise s'est resserrée juste assez pour marquer le coup. Puis, il a poussé. Ce n'était pas un coup préparé, pas une tentative dramatique de me blesser. C'était le genre de bousculade qu'on donne à un objet qui est sur votre chemin. Une correction, un repositionnement. Mais j'étais debout sur un tabouret, en déséquilibre, mauvais angle. Le tabouret a vacillé une fois, puis a basculé. Mon pied a glissé. Ma main a manqué l'établi quand j'ai essayé de me rattraper. Et la gravité ne négocie pas. Je suis parti en arrière, vite. J'ai entendu le métal avant de le sentir. Le coffre à outils. Un coin pointu. Puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé sous des lumières fluorescentes et le bip d'un moniteur cardiaque. J'avais très mal à la tête. J'ai essayé de m'asseoir. La pièce a tangué. Une infirmière est apparue. Doucement. Ne bougez pas encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait une chute. Vous vous êtes cogné la tête. Hôpital Mémorial. Vous avez été inconscient pendant 90 minutes. Où est ma famille? Votre père a appelé, mais nous n'arrivons à joindre personne maintenant. Il a dit que votre mère arrivait, puis a cessé de répondre. Les contacts d'urgence ne répondent pas. Ils sont probablement au dîner d'après-compétition pour ma sœur. Nous avons besoin d'un parent ici. Elle a fait une pause.
Est-ce que quelqu'un vous a fait mal? Non. Je suis tombé. Elle a écrit quelque chose sur un dossier. M'a laissé seul. Lydia est arrivée 2 heures plus tard. Pas Steven, pas Elisa. Elle est entrée en ayant l'air agacée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé dans le garage. J'ai heurté le coffre à outils. Est-ce que tu comprends à quoi cela pourrait ressembler si quelqu'un parle? Nous sommes dans la fenêtre d'exposition d'Elisa. Les recruteurs, les médias. J'ai une commotion cérébrale et des points de suture, et tu t'inquiètes de l'image en ce moment? On a l'air instable. Ne le dis juste à personne. Accident mineur à la maison. Fin de l'histoire. Bien sûr. Je vais protéger la marque. Bien. Ton père attend dans la voiture. Appelle tôt demain. Je n'ai pas trébuché, maman. Elle s'est figée. Quoi? Steven m'a poussé. Son visage est devenu vide. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. On s'est disputé. Il m'a bousculé. Je suis tombé. Tu es confus. Traumatisme crânien. Je ne suis pas confus. Même s'il s'est passé quelque chose, ça aurait été un accident. C'est de l'éducation. Il m'a traité de poids mort, puis m'a bousculé parce que j'avais une attitude. Arrête. Cette conversation est terminée. Tu es tombé. C'est l'histoire. Essaie d'en faire autre chose, et tu le regretteras. Je comprends parfaitement. Steven n'est pas entré dans l'hôpital. Il n'est pas sorti de la voiture quand nous sommes rentrés. Il nous a juste déposés. Lydia m'a fait entrer, m'a dit d'aller directement au lit. Je suis allé dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte, je me suis assis sur mon lit, j'ai sorti l'enregistreur de ma poche, j'ai appuyé sur lecture. L'audio était faible mais clair. J'ai entendu la voix de Steven. Ta sœur travaille. Elle produit des résultats. Tu restes assis dans ta chambre à jouer avec un microphone et à pleurnicher sur l'équité. Puis ma voix, je demande un jour. Steven à nouveau, j'ai investi 13 ans en toi, et je n'ai rien à montrer pour ça. Pas de victoire, pas de trait distinctif, pas de potentiel de hausse. Si tu étais une position de portefeuille, je t'aurais coupé il y a des années. Silence, puis la bousculade, le tabouret qui racle, l'impact, le son du métal mouillé, ma tête heurtant le coin, puis rien. Je l'ai écouté 3 fois de plus. Chaque fois, je me sentais plus calme, chaque fois, je me sentais plus clair. Le son ne mentait pas. Il ne l'avait jamais fait. C'est pour ça que je l'aimais. L'audio était verrouillé. Horodaté. Permanent. J'ai commencé un nouveau journal audio cette nuit-là. Tout doucement, pour que personne n'entende à travers les murs. Dimanche soir, après l'hôpital. Ils appellent ça une chute. L'enregistrement dit le contraire. 13 ans. J'ai protégé leur image. Ça s'arrête maintenant. J'ai fini de protéger la marque. S'ils veulent prétendre que nous sommes une famille parfaite, ils peuvent le faire sans moi, parce que j'ai les reçus. C'était la première fois depuis des mois que je dormais toute la nuit sans me réveiller anxieux. Il m'a fallu 6 semaines pour décider comment tout réduire en cendres. Pas avec de la rage. La rage est bruyante et bâclée. Ce que je voulais exigeait des maths, du timing, un effet de levier, une probabilité de fracture. Tard dans la nuit, porte verrouillée, maison silencieuse, à part la pompe de la piscine qui bourdonnait sous le plancher. Je me suis assis sur le tapis de ma chambre avec l'enregistreur et les écouteurs, j'ai repassé l'audio du garage, je l'ai mis en pause juste avant l'impact. La voix de Steven est sortie de ce petit haut-parleur. Poids mort. C'était le moment où quelque chose en moi s'est recalibré. Il ne se souciait pas de la vérité. Il se souciait de la perception. Et la perception, j'ai réalisé, n'était qu'un autre système, un système que je pouvais manipuler. Alors, j'ai ouvert mon ordinateur portable, commencé un nouveau document, et écrit 2 colonnes en haut. Insécurité de Steven, insécurité de Lydia. Pas de secret, pas de saleté, juste des points de pression. Vous n'avez pas besoin de vraies liaisons pour briser des gens comme eux. Vous avez juste besoin qu'ils se voient l'un l'autre comme ils me voyaient. Quand je dis que j'ai menti, ce n'était pas dramatique.
Je n'ai pas falsifié de mes ni de rouge à lèvres sur des cols. J'ai utilisé de minuscules vérités, formulées correctement, un texto tard le soir, un reçu laissé sur le comptoir, un vide dans l'emploi du temps, une explication trop rapide, des choses que tout le monde fait. Les choses ne semblent dangereuses que lorsque la confiance a déjà disparu. Et la confiance entre mes parents n'avait jamais été plus qu'une stratégie de relations publiques. La première opportunité est tombée directement dans mes mains. Le téléphone de Lydia a vibré avec un texto d'un gars nommé Todd. J'ai eu ton message. Confirmé pour demain à midi. Demain, c'était Thanksgiving. Quand elle est revenue dans la pièce, j'ai demandé, c'est qui Todd? Doux, poli, visant droit sur son point faible. Elle s'est figée une demi-seconde, puis a menti maladroitement à propos d'un service bénévole au club. Elle a commencé à garder son téléphone face contre table après ça. Quelques semaines plus tard, Steven est rentré plus tôt que prévu, prétendant qu'un appel client s'était terminé brusquement. J'ai posé des questions sur les fuseaux horaires de la Californie. Pas accusateur. Curieux. Il s'est raidi parce qu'il avait déjà raconté une histoire différente à Lydia. Ils se sont disputés plus tard. Je n'ai pas entendu chaque mot, mais j'en ai entendu assez. Argent, emploi du temps, confiance, les petites fissures par où les gens fuient. Un autre jour, j'ai accidentellement laissé tomber un reçu de dîner inoffensif sur le bureau de Steven, là où Lydia pouvait le voir. Rien de scandaleux, juste assez bizarrement chronométré pour susciter des questions. Assez pour les faire se répéter, et réaliser que leurs histoires ne collaient pas. En janvier, ils vérifiaient les téléphones de l'un l'autre, rentraient tard pour prouver qu'ils n'étaient pas le coupable. Ils dormaient dans des chambres séparées, pas parce que quelqu'un trompait l'autre. Personne ne le faisait. Ils se voyaient juste enfin l'un l'autre, sans la marque familiale agissant comme un tampon. Il s'avère que lorsque votre mariage est construit sur l'image, la plus petite tache ressemble à une souillure. Elisa a remarqué la tension immédiatement, et a détesté ça. Ses temps de natation ont commencé à chuter, parce qu'elle ne supportait rien qui ne soit pas à propos d'elle. Elle a blâmé les deux parents, puis m'a blâmé moi. Classique. Mi-février. J'ai entendu Steven crier après Lydia à travers la ventilation. C'est qui? Lydia a répliqué. C'est qui elle? L'insécurité les rongeait de l'intérieur. Pas de liaison, pas de scandale, juste deux personnes fragiles se tournant autour comme des menaces. Lydia a essayé la thérapie familiale après qu'Elisa ait menacé d'arrêter les compétitions de natation. Pendant les séances, Elisa parlait non-stop de son stress. Le thérapeute a demandé comment je me sentais. Bien. Tout va bien. C'était suffisant pour que Lydia annule entièrement la thérapie. Le but n'avait jamais été la guérison. C'était l'image. En avril, ils ont demandé le divorce. En surface, ça avait l'air propre, professionnel. En dessous, c'était la guerre, finance, garde, notation de réputation. Au moment où les papiers ont été signés, la saison d'Elisa s'était effondrée. Les recruteurs ont disparu. Les sponsors sont devenus silencieux. Et naturellement, elle m'a blâmé. En juin, Lydia a décidé que nous avions besoin d'un dîner d'unité. Le genre de choses qu'on fait quand on est plus inquiet de ce à quoi ressemble une famille brisée que de ce qu'elle ressent. Steven a fixé son téléphone tout le temps. Elisa jouait l'inquiétude. Je suis resté assis là, à attendre. Daniel, a dit Lydia. Quelque chose que tu veux dire? Non. Ce n'est pas utile. Je n'avais pas réalisé que j'étais censé être utile. Steven a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que j'ai passé 13 ans à être inutile, alors pourquoi commencer maintenant? Elisa a soufflé. C'est parti. Puis Lydia s'est penchée en avant. Quel choix? Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Steven a rempli la salle à manger. Chaque insulte, chaque coup porté à ma dignité, la bousculade, l'impact, le son de qui il était vraiment quand personne ne regardait. Elisa a regardé Steven comme s'il venait de se transformer en étranger. Tu l'as poussé? Steven m'a pointé du doigt, désespéré. Tu nous as manipulés, les questions, les commentaires. Tu voulais qu'on s'effondre. J'ai menti, ai-je dit, exprès. Parce que la vérité n'a jamais compté pour vous,
seulement la version qui vous gardait propre. Je n'ai pas inventé vos pires instincts. Je les ai juste visés. La voix de Lydia tremblait. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais que vous ressentiez ce que je ressentais. J'ai dit, félicitations. Silence. Elisa a craqué la première. Réparez-le. Thérapie, internat, quelque chose. Lydia a hoché la tête. Tu as raison. Il a besoin de structure. Je me suis levé. J'ai besoin d'être loin de vous tous. Steven s'est redressé. Ton professionnel. Ça peut s'arranger. Et bien sûr, ça le pouvait. Les gens comme eux sont excellents pour emballer les problèmes et les expédier hors de vue. Ils ne m'ont pas envoyé immédiatement. L'image d'abord. Lydia a acheté de nouveaux polos et des pantalons kaki, comme si elle changeait l'image de marque d'un produit au lieu de relocaliser son fils. Steven m'a fait signer des formulaires de transfert, comme s'il se débarrassait d'un investissement défaillant. Elisa ne m'a pas parlé du tout. Puis, tard une nuit, je suis passé devant la cuisine et j'ai entendu Lydia au téléphone avec l'internat. Il est brillant mais difficile, disait-elle. Il a des problèmes avec les limites. Il enregistre les gens et interprète mal les choses. Il peut exagérer. Steven a pris le téléphone. Il répond bien au système ferme, a-t-il ajouté doucement. Des conséquences claires. C'est ce dont il a besoin. Il ne faisait pas que m'envoyer loin. Ils envoyaient le récit devant moi. La version où j'étais l'instable, le dramatique, le problème. Je ne les ai pas confrontés. Je suis juste retourné dans ma chambre, j'ai ouvert un nouveau journal audio et je l'ai titré « Récit préchargé ». En août, j'étais en route pour le Vermont. L'internat était exactement ce à quoi on s'attendait. De vieux bâtiments en briques, des horaires stricts, des enfants dont les parents avaient de l'argent et des problèmes. J'étais là parce que j'étais devenu gênant. L'école avait des règles, code vestimentaire, couvre-feu, heures d'études obligatoires, accès restreint à l'ordinateur, privilèges téléphoniques basés sur le mérite. Tout cela conçu pour forger le caractère. La réalité, c'était que ça forgeait juste de meilleurs menteurs. Les enfants riches issus de grandes familles enfreignaient les règles constamment. Ils recevaient des avertissements et des réunions avec des conseillers. Les parents venaient en avion, faisaient des dons. Le problème disparaissait. J'ai eu un rapport ma deuxième semaine pour être arrivé 10 minutes en retard au petit déjeuner. J'ai eu une restriction de dortoir pour 3 jours. Quand j'ai fait remarquer que Candace Pierce avait été 2 heures en retard la veille, le conseiller a dit que me comparer aux autres n'était pas productif. J'ai appris vite. Le système protégeait qui il voulait protéger. Je me suis fait un ami le premier semestre. Un gars nommé Léo. Un boursier de Providence. Il a remarqué que je restais seul. Il a commencé à s'asseoir avec moi au déjeuner. Tu as toujours ce truc. Il a pointé l'enregistreur accroché à mon sac. Ouais. C'est pourquoi. J'enregistre du son, je fais des projets audio. C'est bizarre. C'est ce qu'on m'a dit. Il a souri. Cool. Bizarre cool ou bizarre glauque? Ça dépend à qui tu demandes. Nous avons commencé à traîner ensemble. Il travaillait sur des projets de code à la bibliothèque pendant que je montais de l'audio dans la cabine audiovisuelle. On ne parlait pas beaucoup. Pas besoin. En décembre, quelqu'un a volé mon enregistreur dans mon sac, dans le vestiaire. 2 jours plus tard, j'ai entendu ma propre voix venant de la salle commune. Un groupe d'élèves de première jouait un enregistrement sur une enceinte. Un journal audio que j'avais fait en octobre. Des trucs privés sur le garage. Sur le divorce. J'aurais dû garder les journaux personnels sur mon ordinateur portable, mais les habitudes ont la vie dure. Il riait, faisait des imitations. Je suis entré. La salle est devenue silencieuse. Où est-ce que tu as eu ça? Trouvé. Tu l'as volé dans mon sac. Qui trouve garde? J'ai ressenti le même déclic que dans le garage. Froid, clair. J'ai quitté la salle commune. Je suis allé directement au bureau du doyen. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a dit qu'il allait regarder ça. J'ai dit que je voulais que ce soit réglé maintenant. Je suis retourné à mon dortoir.
J'ai commencé à documenter qui était dans le vestiaire ce jour-là. Chronologie. Qui était dans la salle commune en train de jouer l'audio? Citations exactes. Horodatage. J'ai créé un dossier complet, je l'ai imprimé, je l'ai ramené au doyen avec une liste de témoins. C'est un travail de détective impressionnant. C'est de la documentation. Il y a une différence. La plupart des étudiants auraient laissé tomber. La plupart des étudiants n'ont pas l'habitude d'être manipulés. Il m'a regardé. C'est juste. Je vais m'en occuper. Il l'a fait. Les 4 élèves ont eu une restriction de dortoir. 2 ont été suspendus. J'ai récupéré mon enregistreur. J'ai aussi gagné une réputation. Le gamin bizarre et calme qui répond aux problèmes comme s'il déposait une plainte. Les gens m'ont laissé tranquille après ça. J'ai trouvé ma vraie maison à la station de radio du campus. Une minuscule cabine au sous-sol du bâtiment des Arts. Le directeur de la station était Monsieur Phillips. Il enseignait les médias numériques. Il m'a remarqué en train de traîner. Tu sais utiliser une table de mixage? Ouais. Prouve-le. Je lui ai joué un projet que j'avais fait. Des enregistrements de terrain superposés provenant de différentes parties du campus. J'avais construit quelque chose qui ressemblait à de la musique. Il a écouté jusqu'au bout. A hoché la tête. Tu es embauché. Mardi et jeudi, 16h à 18h. Ne me fais pas regretter ça. Je ne l'ai pas fait. J'ai passé ces après-midi dans la cabine. L'école m'a donné un accès spécial via le programme radio, j'ai appris le matériel de diffusion, produit des segments, fait des essais audio sur des trucs aléatoires. Monsieur Phillips ne faisait jamais de compliments, mais il m'a confié les clés de la cabine, et m'a laissé venir en dehors de mes heures prévues. C'était mieux que des louanges. Les vacances étaient bizarres. À Thanksgiving, personne n'est venu me chercher. Lydia a envoyé un texto disant qu'elle emmenait Elisa à un stage intensif en Floride. Steven a dit qu'il avait des engagements clients. J'ai passé Thanksgiving avec 12 autres enfants dont les parents avaient mieux à faire. Le personnel de la cafétéria a fait un dîner. Ça avait le goût du carton. Monsieur Phillips m'a invité chez lui le lendemain pour les restes. Sa femme était gentille. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle a juste servi de la tarte et parlé de choses normales. Au printemps, j'étais devenu la personne de référence pour les trucs techniques. J'ai commencé à apprendre par moi-même des techniques plus avancées. Je suis devenu bon pour isoler des sons spécifiques d'environnement bruyant, nettoyer l'audio déformé, construire des clips cohérents à partir de fragments. Monsieur Phillips l'a remarqué, m'a dit que je devrais penser à la criminalistique, l'analyse audio, le travail juridique. C'est logique. Je collecte des preuves contre ma propre famille depuis que j'ai 13 ans. Il n'a pas ri, a juste hoché la tête. Alors utilise-le. Prends la chose qu'ils ont essayé de te faire sortir de la tête, et transforme-la en quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher. Fin de l'année. Lydia a appelé. Première fois en 4 mois. A demandé comment l'école se passait. Cool. Content qu'il t'ait dit, puisque tu n'as jamais demandé. Ne sois pas comme ça. J'appelle maintenant. Pourquoi? Parce que je suis ta mère. Pause. Est-ce que tu rentres à la maison pour l'été? Est-ce qu'Elisa va être là? Oui. Alors non. Je trouverai un programme d'été. Tu ne veux pas rentrer de toute façon. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Tu m'as envoyé ici parce que j'ai arrêté de protéger l'image de la famille. Ne faisons pas semblant que c'est une question d'affection. Silence. Alors je virerai l'argent pour le programme d'été. Envoie-moi les détails. J'ai raccroché. J'ai trouvé un programme de 6 semaines dans une université d'État. Intensif de production audio. J'ai postulé. J'ai été pris. L'argent est arrivé sur mon compte 3 jours plus tard. Pas d'appel de suivi. Juste de l'argent et du silence. L'université a été simple. Université d'État, bon programme. J'ai étudié la criminalistique médiatique avec une spécialisation en analyse audio. J'ai appris le côté technique. Analyse spectrale, isolation de fréquences, protocole d'authentification,
chaîne de traçabilité, comment rendre les enregistrements admissibles au tribunal. J'ai aussi étudié le droit, filière pré-droit. Diplômé avec mention. Entrée à l'école de droit. Spécialisé en preuves numériques et découvertes électroniques. Diplômé à nouveau. Passé le barreau du premier coup. Je ne suis pas allé dans le contentieux. Je suis allé dans le conseil. J'ai lancé ma propre entreprise. Criminalistique numérique, analyse audio, vidéo, authentification de preuves. Il s'est avéré qu'il y avait un marché pour ça. Il s'est avéré qu'être le gamin calme qui documente tout était exactement ce dont les entreprises avaient besoin. Quelqu'un qui pouvait monter des dossiers qui tenaient la route. Les premières années ont été faites de petits cas et de longues nuits. J'ai fait du bon travail, obtenu des recommandations, grandi lentement. Puis une grosse enquête sur la fraude aux soins de santé nous a mis sur la carte. Ils avaient besoin de quelqu'un pour analyser des milliers d'heures d'appels enregistrés, pour trouver des preuves de coordination entre les dirigeants. Ça m'a pris 4 mois. J'ai trouvé les modèles, construit la chronologie, témoigné en tant qu'expert, leur dossier a tenu bon. Mes honoraires étaient à 6 chiffres. Après ça, la croissance a été constante. Plus de clients corporatifs, de plus gros dossiers, des honoraires plus élevés. J'ai embauché du personnel, déménagé dans un vrai bureau, construit un vrai laboratoire avec du matériel haut de gamme. J'ai fait ma première année à 7 chiffres. J'ai acheté un appartement en centre-ville. J'ai quand même gardé ça discret. Je ne postais pas en ligne, je travaillais juste. J'ai rencontré Rachel. Elle travaillait dans la conformité d'entreprise pour une société pharmaceutique. Ils nous ont engagés pour analyser des enregistrements d'enquête interne. Elle était la personne de contact, professionnelle, directe, ne perdait pas de temps. On a accroché, commencé à prendre des cafés entre les réunions, puis des dîners. 6 mois plus tard, elle emménageait. 1 an plus tard, j'ai fait ma demande. Elle a dit oui immédiatement. C'est lors de la planification du mariage que ma famille a découvert que j'existais. Je les avais gardés bloqués partout. Changé mon numéro 2 fois. Ils n'avaient aucune idée d'où j'étais ni de ce que je faisais. Lydia a envoyé des lettres à ma dernière adresse connue pendant quelques années, puis a arrêté. Steven a envoyé un email via son avocat quand j'ai eu 25 ans, pour des papiers de fonds fiduciaires. J'ai signé les formulaires, les ai renvoyés, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Jusqu'à ce qu'il voie l'article. Un magazine économique local a fait un profil sur les entreprises montantes de la région, incluant la mienne. Photo de moi dans mon bureau, parlait de notre palmarès, de notre liste de clients. Une semaine après la publication, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet était longtemps. Daniel, c'est ta mère. J'ai vu ton article. Nous n'avions aucune idée que tu réussissais si bien. Si fier de toi. J'aimerais beaucoup reprendre contact. Nous avons des choses en cours et nous pourrions vraiment utiliser ton soutien. Appelle-moi. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message Facebook. Je n'avais pas posté depuis des années, mais j'avais toujours un vieux compte que je n'avais jamais pris la peine de supprimer. Elisa avait créé un nouveau compte. Ajouté un tas de connexions mutuelles de mon passé. Commencé à poster de vieilles photos de nos enfants. Des légendes sur le fait que son frère lui manquait. Des commentaires de gens demandant où j'étais passé. Elle répondait que j'avais eu quelques difficultés et que j'avais besoin d'espace, mais qu'elle espérait reprendre contact maintenant que j'étais stable. Puis Steven s'est présenté à mon bureau. La réceptionniste a appelé à l'arrière. « Monsieur, il y a un Steven Garrett ici. Il dit qu'il est votre père. Dites-lui que je suis en réunion. Il dit qu'il va attendre. Appelez la sécurité s'il ne part pas dans 5 minutes. » Je l'ai entendu relayer le message. Puis elle à nouveau, il demande 5 minutes. Il dit que c'est important. Je suis sorti dans le hall. Steven était debout près du bureau. Costume, cheveux gris maintenant. Il avait l'air plus vieux. Il avait toujours cette même expression, cependant. Évaluant, calculant. Tu dois partir, Daniel. Content de te voir. Vous êtes en violation de propriété. Je suis ton père qui essaie d'avoir une conversation. Vous êtes un étranger qui essaie d'utiliser un lien familial pour quelque chose que vous voulez.
Qu'est-ce que c'est? Il a jeté un coup d'œil à la réceptionniste. Elle faisait semblant de ne pas écouter. Il a baissé la voix. Elisa a des problèmes. Des problèmes juridiques. Scandale de dopage. Les sponsors l'ont lâché. Maintenant, il y a des rumeurs de procès. Elle a besoin de quelqu'un qui comprend les preuves. Elle devrait engager un avocat. Elle a des avocats. Elle a besoin de quelqu'un qui peut se porter garant de son caractère. Je ne peux pas me porter garant de son caractère. Je ne l'ai pas vu depuis plus d'une décennie. Tu es son frère. Biologiquement, c'est tout. Ta mère a des difficultés financières. Les règlements de divorce se sont épuisés. Elle est en retard sur les factures. Alors elle devrait mieux gérer son budget. Ne sois pas froid. Je ne suis pas froid. Je suis réaliste. C'est toi qui m'as appris ça. Roi, allocation des ressources, couper les pertes. J'applique juste tes leçons. C'est différent. C'est exactement pareil. Tu as décidé que j'avais peu de potentiel et tu t'es désengagé. Maintenant tu es de retour parce que tu as besoin de quelque chose. Ce n'est pas la famille. C'est toi qui utilises les gens. Nous avons fait des erreurs. Tu essaies de m'utiliser. Maintenant pars avant que je te fasse expulser. Il est resté là. M'a fixé. A semblé essayer de décider s'il devait insister. A choisi de ne pas le faire. Est sorti. Rachel a posé des questions à ce sujet ce soir-là. Je lui ai raconté l'essentiel. Elle n'a pas dit grand-chose. A juste écouté. Alors ils vont continuer d'essayer. Je sais. Tu veux que je m'en occupe? Ouais, fais ça. Elle l'a fait. Elle a mis en place des filtres sur mon email professionnel, mis à jour la sécurité du bâtiment, s'est assuré que l'accueil avait des photos et des instructions, pas d'accès sans rendez-vous. Mais ils ont continué d'essayer. Lydia a commencé à appeler des gens avec qui j'avais travaillé, disant qu'elle était ma mère, qu'elle s'inquiétait pour moi, qu'elle voulait reprendre contact, mais que je la tenais à l'écart. Un de mes clients l'a mentionné, a dit que ma mère avait appelé, semblait vraiment bouleversée. Je les ai remerciés et j'ai dit que nous étions brouillés, et de ne s'il vous plaît pas partager mes coordonnées. Elisa a posté sur les réseaux sociaux qu'elle traversait une période difficile et avait besoin du soutien de la famille. A tagué de vieilles photos de nous. Les gens commentaient en demandant si je savais, si j'aidais. Elle répondait qu'elle avait tendu la main, mais que j'étais concentré sur ma carrière. Steven a envoyé une lettre formelle via son avocat. Pas une menace légale, juste une lettre disant qu'il voulait discuter d'une opportunité d'affaires. J'ai tout ignoré. Puis Lydia s'est présentée à l'immeuble. Rachel m'a appelé depuis le hall. Ta mère est là. La sécurité l'a arrêtée. Elle refuse de partir tant qu'elle ne te voit pas. Dis-lui que je ne suis pas disponible. Elle fait une scène, elle pleure. Les gens enregistrent. Je suis descendu. Lydia était dans le hall. Mode performance. Larmes. Mouchoir. Petite foule qui regardait. Elle m'a vu et a tendu la main. Daniel, enfin. J'essaie de te joindre depuis des mois. Et je t'ignore pour une raison. Je suis ta mère. Tu es quelqu'un que je connaissais. Comment peux-tu dire ça? Je t'ai élevé. Tu m'as exilé. Il y a une différence. Elle a regardé la foule, jouant pour eux. J'ai fait des erreurs. J'essaie de me racheter, mais tu ne veux même pas me parler. On parle maintenant. Voici la conversation, pars. Ne reviens pas. Ne contacte pas mon entreprise. N'appelle pas mes collègues. Tout ce que tu as à dire peut passer par un avocat. Tu ferais vraiment ça? Tu m'as coupé les vivres en premier. Je maintiens juste la limite que tu as établie. La sécurité s'est avancée. Madame, vous devez partir. Rachel attendait en haut. C'était rude. C'était typique. Ça va? Ouais. Laisse-la raconter sa version. Tes clients te connaissent. Ce soir-là, j'ai enregistré un journal audio. Le premier depuis des années. 3 avril. La famille s'est montrée. Steven au bureau,
Lydia à l'immeuble, Elisa en ligne. Eux tous exécutant des variantes du même jeu utiliser la connexion comme une arme. Tirer parti de la culpabilité. Me présenter comme le problème. Ils m'ont appris à couper les pertes tôt. Maintenant, ils sont furieux que j'ai fait exactement ça. Rachel verrouille tout. On se marie dans 8 semaines. Je ne les laisserai pas gâcher ça. La planification du mariage a été simple. Petite cérémonie. Amis proches. La famille de Rachel. Monsieur Phillips de l'internat a même proposé de m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Rachel a géré la plupart de la logistique. J'ai géré l'installation technique, le système de son, les enregistrements de secours. À 6 semaines de l'événement, Rachel a mis en place des mots de passe avec les fournisseurs. Chaque fournisseur exigeait un mot de passe pour effectuer des changements. Fleuriste, traiteur, DJ, coordinateur du lieu. Protocole simple. Pas de changement sans le mot de passe. Pourquoi on fait ça? Parce que ta famille est désespérée, et les gens désespérés sabotent. Tu crois qu'ils iraient jusque-là? Je sais qu'ils le feraient. Ta famille a déjà montré qu'elle manipulera et jouera la comédie. C'est juste protéger ce qui est à toi. À 4 semaines, Elisa a posté en ligne sur le chagrin familial. A dit qu'elle traversait des problèmes juridiques et que son frère refusait d'aider. A posté une photo souvenir de nos enfants. Les commentaires ont afflué. Des gens disant que j'étais cruel. Je n'ai pas répondu. Juste fait une capture d'écran. Documentation. À 3 semaines, Steven a envoyé une lettre à mon bureau. Pas une menace, une offre. A dit que son entreprise avait plusieurs clients intéressés par des services de criminalistique numérique. Transparent. Il voulait un accès. Voulait un levier. J'ai renvoyé une ligne. Non merci. À 2 semaines, Lydia a commencé à appeler le bureau de Rachel. A dit qu'elle voulait envoyer un cadeau. Avait besoin de la liste de mariage. L'assistante de Rachel a dit que nous n'en avions pas. Lydia a demandé le lieu et la date. L'assistante a dit qu'elle ne pouvait pas partager ça sans autorisation. Lydia s'est énervée. A fini par raccrocher. À 1 semaine, les choses ont escaladé. Le coordinateur du lieu a appelé. A dit que quelqu'un prétendant être ma mère avait appelé et essayé d'annuler la réservation. Le coordinateur a demandé le mot de passe. L'appelant n'a pas pu le fournir. Le coordinateur a refusé l'annulation. L'appelant est devenu agressif. Ils ont essayé avec le traiteur, le fleuriste et le DJ aussi. Même scénario, même échec du mot de passe, même colère. Ils avaient clairement obtenu la liste des fournisseurs d'une manière ou d'une autre. Probablement appelé chaque lieu et fournisseur dans un rayon de 80 km jusqu'à ce qu'ils trouvent des correspondances. Les gens désespérés deviennent ingénieux. Rachel m'a appelé. Ils escaladent. Je sais. Ils vont se pointer. Je suis déjà dessus. Le lieu ajoute du personnel. Quiconque n'est pas sur la liste est refoulé. Et je prépare un avis juridique. Cessez le contact. Cessez l'interférence. S'il pousse plus loin, on porte plainte. 3 jours avant le mariage, Elisa a appelé d'un numéro inconnu. Daniel, c'est Elisa. Comment as-tu eu ce numéro? Peu importe. Je dois parler. On n'a rien à se dire. Tu te maries et tu ne m'as même pas dit. Tu es quelqu'un avec qui je vivais. C'est tout. Je traverse l'enfer en ce moment. L'affaire de dopage, les sponsors, les procès. Et tu agis comme si ça n'arrivait pas. Parce que ce n'est pas mon problème. Je suis ta sœur. Tu es la fille de Steven et Lydia, l'enfant chéri. J'étais la perte qu'ils ont coupée. Tu m'as rappelé ça constamment en grandissant. Tu ne peux pas jouer à la famille maintenant. Elle a changé de tactique. Sa voix est devenue plus petite. Daniel, j'ai fait des erreurs. J'étais une gamine. Tu étais assez grande pour me bousculer et me traiter de poids mort. Assez grande pour exiger qu'il me répare quand j'ai arrêté de jouer le jeu. Les gens changent. Super. Change quelque part loin de moi. Je viens au mariage. Non, tu ne viens pas. La sécurité a ta photo.
Tu te pointes, tu seras évacué. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Et je l'ai fait. J'ai raccroché. Appelez Rachel. Elle va venir. Je sais. Le lieu est prêt. La veille du mariage, nous sommes restés dans un hôtel près du lieu. On a gardé ça discret. On n'a rien posté. Le dîner de répétition s'est bien passé. Petit groupe, bonne nourriture. Monsieur Phillips a porté un court toast sur le fait de m'avoir vu grandir, passant d'un gamin sur la défensive à quelqu'un qui a bâti une carrière sur la vérité. Le père de Rachel a porté un toast sur le fait de faire confiance à quelqu'un qui documente tout. Tout le monde a ri. Le jour du mariage a commencé tôt. Le photographe est arrivé. A pris quelques clichés. Tout se déroulait comme prévu. La sœur de Rachel m'a pris à part 90 minutes avant le début. La sécurité vient de refouler ta mère. Était-elle seule? Non. Ta sœur était avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont présentées. On dit qu'elles étaient de la famille. La sécurité a vérifié la liste. Elle n'était pas dessus. Ta mère a commencé à pleurer. A joué toute la scène. Ta sœur a commencé à enregistrer sur son téléphone. La sécurité est restée calme. Leur a dit qu'elles devaient partir. Elles ont refusé. La sécurité a appelé la police. Une voiture de patrouille est arrivée. Elles sont parties. Elles vont probablement poster à ce sujet, mais elles sont parties. La cérémonie a commencé à l'heure. La musique était parfaite. Rachel était parfaite. Les vœux étaient simples et vrais. L'officiant nous a déclarés mariés. On s'est embrassés. Tout le monde a applaudi. Ça ressemblait à une victoire. La réception s'est déroulée sans accroc. Heure du cocktail. Musique, boisson, la nourriture est sortie à l'heure. Pendant le dîner, la mère de Rachel s'est penchée vers moi. Quelqu'un fait une scène dans le hall. Je me suis levé. Rachel a attrapé ma main. Laisse la sécurité gérer ça. Je veux juste voir. J'ai marché vers l'entrée. Steven était là. Costume, visage sérieux, parlant à la sécurité. Je dois parler à mon fils. Monsieur, vous n'êtes pas sur la liste des invités. C'est son mariage. Je suis son père. C'est une propriété privée. Vous êtes en violation de propriété. Steven m'a vu dans l'embrasure de la porte. Daniel, s'il te plaît. 5 minutes. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. La sécurité l'a bloqué. Monsieur, dernier avertissement. J'ai pris l'avion jusqu'ici. J'essaie de te joindre depuis des mois. Je peux. Je suis là. Pars. Après tout, nous sommes toujours ta famille. Non. Vous êtes des gens que je connaissais, qui ne se montrent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ce n'est pas la famille. C'est de la stratégie. Et tu m'as appris à couper les mauvaises stratégies tôt. Monsieur, j'appelle la police maintenant. Steven a reculé. Bien. Je pars. Mais ce n'est pas fini. C'est fini depuis que j'ai 13 ans. Tu es juste en train de rattraper le retard. Il est parti. J'ai remercié la sécurité et je suis retourné à la réception. Rachel m'a regardé. Ça va? Parfait. Le reste de la nuit a été propre. Discours, danse, gâteau. Plus d'interruptions. Juste nous et les gens qui avaient vraiment choisi d'être là. Parti pour la lune de miel le lendemain matin. 2 semaines en Nouvelle-Zélande. Téléphones éteints. Pas de mais. Juste de la randonnée et du calme. Et Rachel. J'ai vérifié les messages quand nous sommes rentrés. 67 emails signalés. 15 messages vocaux. Tous liés à la famille. Puis 3 messages vocaux d'Elisa qui montaient en puissance. Le 3e menaçait de contacter mes clients et de leur parler de mes problèmes familiaux. Rachel était dans la pièce quand je les ai écoutés. C'est du harcèlement et une tentative d'ingérence dans les affaires. Je sais. Tu veux que je mette l'avocat dans la boucle? Ouais. J'ai appelé notre avocate.
Elle avait déjà préparé l'avis juridique pendant notre absence. Je l'ai examiné. Ajouté les nouveaux messages vocaux comme preuve. Déposé le jour même. L'avis était spécifique. Pas de contact. Pas de contact par tiers. Pas d'utilisation de mon nom dans des déclarations publiques ou des publications sur les réseaux sociaux. Pas de contact avec mes clients. Les violations entraîneraient des poursuites judiciaires, y compris des ordonnances de restriction. Envoyer des copies à Lydia, Steven et Elisa par courrier recommandé. 2 jours plus tard, Elisa a posté sur les réseaux sociaux qu'elle était légalement réduite au silence par son propre frère. Ses commentaires se sont remplis de soutien. Des gens me traitant de cruel. Rachel a tout capturé. A appelé l'avocate. L'avocate a envoyé une lettre de suivi. A clarifié que poster publiquement sur l'avis juridique constituait un harcèlement continu, lui a rappelé les conséquences. Elisa a supprimé le post, et resté silencieuse pendant 3 jours. Puis son affaire de dopage a fait la une des journaux. Il s'est avéré qu'elle avait utilisé des substances interdites pendant la majeure partie de sa carrière universitaire. Les tests l'ont attrapée rétroactivement. Les sponsors l'ont officiellement lâchée. L'université a révoqué ses records. L'association sportive l'a bannie. Les médias ont couvert l'affaire. Les entraîneurs ont pris leur distance. L'entreprise de Steven a été impliquée parce qu'ils avaient géré les contrats de sponsoring. Question sur s'ils avaient su. Leur compagnie d'assurance s'est impliquée. Tout le truc est devenu un gâchis. Lydia a essayé de tourner ça en ligne comme un stress familial causé par l'éloignement. Notre avocate a envoyé une autre lettre, a clarifié qu'attribuer les choix d'Elisa à mes limites était diffamatoire. Lydia a retiré le post, a verrouillé son compte. Steven a envoyé un dernier email. A dit qu'il acceptait que je veuille de la distance, qu'il respectait les limites. Très mesuré, très professionnel. Je n'ai pas répondu. 1 mois plus tard, l'affaire d'Elisa a été réglée. Elle a payé des amendes, accepté l'interdiction, publié des excuses publiques, n'a pas mentionné la famille, a juste pris ses responsabilités. Rachel et moi avons acheté une maison 6 mois plus tard. Banlieue juste à l'extérieur de la ville. 3 chambres, jardin. Rue calme. Des voisins qui ne savaient rien de ma famille. J'ai installé un bureau à domicile. Insonorisé correctement. Construit un petit espace studio. Je faisais toujours du travail audio à côté. Projet personnel. Le truc que j'avais toujours aimé. L'entreprise a continué de croître. Embauché plus de personnel. Ouvert un 2e emplacement. La réputation a tenu. Le travail est resté stable. J'ai entendu par la bande que l'entreprise de Steven avait pris un coup avec la situation d'Elisa, perdu quelques clients. Il opérait toujours, mais plus petit. Entendu d'un ancien voisin que Lydia avait déménagé, réduit la taille de son logement, vivait dans un appartement maintenant, travaillait à temps partiel. Aucune idée de ce que faisait Elisa. Je n'ai pas cherché, je m'en fichais. Quand j'ai fini de raconter l'histoire, Rachel est restée silencieuse pendant 1 seconde. Puis, alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ceci. Nous nous sommes assis ici et j'ai commencé à te raconter. C'est ce qui s'est passé ensuite. Et maintenant on avance. Je me suis penché et j'ai arrêté l'enregistrement, sauvegardé le fichier, l'ai sauvegardé ailleurs, puis j'ai remis l'enregistreur dans le tiroir. Rachel s'est levée. Prêt pour le lit? Ouais. Nous sommes rentrés, avons verrouillé les portes, éteint les lumières, sommes montés. L'enregistreur est retourné dans le tiroir. C'est là que le passé reste. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne, et nous aide à vous apporter plus d'histoires, et de meilleures histoires. Merci.